Fabien, on joue aux échecs. Faut qu'on parle d'un truc. C'est au cœur de l'énéagramme et ça conditionne absolument toute ta personnalité. Mais chut, ton ego veut absolument pas qu'on parle de ce truc-là. Donc dans cette vidéo, on va parler de celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Le Lord Voldemort de l'énéagramme. Je veux bien sûr parler de Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Ouh, c'est bon, il est parti. Je me suis caché. On va pouvoir enfin en parler. Il s'agit d'un des concepts les plus mal compris en énéagramme. Bien sûr, je veux te parler de... décidément, je veux parler de l'évitement compulsif, aussi appelé la compulsion en énéagramme. C'est très souvent mal compris ce concept-là, donc on va tout voir en détail aujourd'hui ensemble. Juste avant de t'en parler, je vais donner un exemple concret. Un exemple concret que j'ai vécu il y a quelques années. On est en juin 2020, tout va bien jusque-là. J'ai passé les meilleurs mois de mon entreprise. Mon livre sur Facebook, ça cartonne. On a beau être en plein Covid. Moi, mon bouquin, il se vend super bien. Je suis super content. J'ai des gros clients en coaching, en accompagnement. Je suis très content aussi. J'ai le plus gros client que j'ai jamais eu en marketing et en copywriting. Bref, ça roule. Il y a tout qui roule. J'ai fait les meilleurs mois de ma vie. Et là vient le retour à la métropole. Après 1 an et demi de vie à La Réunion, avec les cocotiers, avec les bananiers, avec les avocatiers, avec le soleil, avec les magnifiques paysages de La Réunion, je rentre en métropole et à ce moment-là, mais genre 2 semaines avant de rentrer, mon business tombe à zéro. Mon client en marketing, copywriting arrête. Ils coupent dans les dépenses parce qu'ils sont en perte, donc ils arrêtent. Mes clients d'accompagnement, ils partent en vacances, ils ont peur en lien avec le Covid, ils n'ont plus beaucoup d'argent, ils arrêtent. Mon livre, ça s'arrête aussi. Facebook coupe mon compte, strike mon compte sans que j'en connaisse la raison, terminé. Donc, je suis là avec mon sac à dos, je rentre en métropole avec ma chérie et là, j'ai plus de business. Enfin, j'ai mon business, mais ça tombe à zéro. Je n'ai plus de revenus, je n'ai plus de chiffre d'affaires. Pourtant, j'ai de côté. Bon, j'ai de l'argent de côté, je ne suis pas en danger. Mais il y a un truc qui me tord les boyaux. Je suis pendant des semaines, pendant des mois, tout l'été, je suis au fond du trou. J'essaie de faire des trucs, je m'agite sur LinkedIn à faire de la prospection alors que je déteste ça. Je suis complètement au fond du trou. Et je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui se joue à ce moment-là. Je ne connais pas mon type énéagramme. Je crois encore que je suis 7 à ce moment-là de ma vie. Je te mets le lien de la vidéo où je parle de mon typage si tu ne l'as pas déjà vu. Mais je crois encore que je suis 7. Et là, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que du coup, je me suis pris vraiment une torgnole. J'étais vraiment déprimé au fond du trou. Je ne savais pas quoi faire. J'étais sonné en fait. Et Rocky essaie de limiter la casse tout au long de ce premier round. Et ce que je ne comprends pas à ce moment-là de ma vie, c'est qu'en fait, je suis face à... Attends, je réessaye. Je suis face à l'échec. Oh merde, l'échec, bordel. Je suis face à l'échec. Je suis en plein d'échouer comme une merde. Oui. Et même si pendant des années, je me racontais que ouais, l'échec, c'est cool, ça t'apprend des choses. Et puis de toute façon, tu n'échoues jamais vraiment. Il n'y a que du feedback. On apprend, on s'améliore, etc. Il n'y a pas de problème d'échouer, c'est ok, tu vois. Ça, c'était mentalement. Dans le réel, ça ne se passe pas du tout comme ça. Quand tu es face à ton évitement compulsif, ce n'est pas ok du tout. En fait, c'est même pas que c'est pas ok. C'est que c'est pas un sujet. C'est que c'est inimaginable d'aller vivre ça. C'est quelque chose qui est viscéralement impossible. Ça te troue le cul. C'est une horreur. Bref, tu as compris, c'est la fin du monde en fait. Littéralement, c'est la fin du monde. Pour l'ego, l'évitement compulsif, c'est la fin du monde. Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Pourtant, ce n'est pas faute de m'être dit pendant des années que l'échec n'existe pas, que l'échec permet de se renforcer, permet de s'améliorer. Et d'un certain point de vue, c'est vrai. Mais c'était avant de comprendre réellement ce que ça impliquait. 1 an plus tard, après ce retour de La Réunion environ, je suis en pleine expérience de psychédélique.
je suis dans mon canapé, tranquillement, en voyage intérieur, en train d'expérimenter ce truc-là. Et à un moment, je vis quelque chose de fou. Je suis allongé, enfin les yeux fermés évidemment, hein, et je vois 2 vitres. Je vois que je suis entouré je suis même entouré de vitres. Il y a des grosses vitres super costauds autour de moi, un peu comme si j'étais sous l'eau, tu sais, avoir un aquarium, dans cette même idée. Et je sens la pression de l'eau sur les parois, je vois vraiment comme de l'eau, et je sens une pression ça pousse. Tu sais, un peu comme si tu avais, vraiment comme quand tu es sous l'eau et que tu es en apnée et que ça fait pression sur les tympans. Je suis là, je suis dans ma petite bulle, c'est tout serré. Et là, il y a l'eau qui fait pression et je vois les vitres qui commencent à se craqueler. Et là, je ne suis pas bien du tout. Il y a tout qui commence à se craqueler, je ne sais pas trop ce qui se passe. Hein. Je sens juste, je suis vachement présent à moi, mes émotions, mes sensations et à cette image de vitres qui se craquellent. Et puis à un moment donné, il y a tout qui s'engouffre, il y a toute l'eau qui m'inonde. Et là, je comprends que c'est tous les échecs de ma vie. Et là, je suis au fond, je suis même pas tétanisé, je suis en crise en fait. Je suis en crise de larmes, là, je chiale, je pleure, je suis là. Ah, ma vie, c'est un échec, c'est horrible. C'est à ce moment-là vraiment que je réalise à quel point dans ma vie il y a eu des échecs. Et à tel point où dans ce moment-là, je me dis ma vie c'est un échec, c'est nul, j'arrive à rien. Et je traverse ça, je me fais traverser par ça. C'est un truc de... C'est très très dur à te décrire avec des mots. C'est une expérience sensorielle avant tout, mais waouh! Là, c'est là que j'ai compris ce que c'était un évitement compulsif. C'est là que j'ai compris comment pendant 29 ans de ma vie, ma structure, elle a tout fait pour ne jamais vivre ça. Ma structure s'est protégée de vivre ça parce que c'était un danger absolu. C'était une mort psychique, une mort symbolique, une mort égotique. C'était inimaginable de vivre ça. Et là, grâce aux psychédéliques, grâce à la psilocybine, ça aide. Ça peut aider en tout cas, ces trucs-là. Ça peut être une façon de se fuir et de partir en transe et d'aller chercher des super expériences pour danser, s'amuser et s'éclater. Bien sûr, c'est possible, mais c'est aussi une substance qui permet d'aller au plus profond de soi, d'aller dans une introspection, d'aller dans une guérison. Bref, ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Mais ça m'a vraiment tordu les boyaux. Émotionnellement, j'étais vraiment touché. Vraiment en mode Titanic qui percute l'iceberg. Ah, un iceberg! On va toucher! Ça m'a vraiment ébranlé, mais ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a permis de vider tout ça, ça m'a permis de réaliser tout ça, ça m'a permis de voir ce que je ne voyais pas jusqu'alors. C'est tout l'intérêt de l'énéagramme et c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne au tout début, c'est que quand tu trouves ton type énéagramme, au début, tu ne vois pas forcément tes mécanismes. Justement, c'est pour ça que c'est dur de trouver ton type. C'est que tu ne vois pas les mécanismes égotiques. La passion, la fixation, le mécanisme de défense, la peur de base, le désir de base, éventuellement les instincts, tu ne les vois pas. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire par élimination, comme ça tu finis par trouver, parce que quand tu commences à être suffisamment lucide envers toi, tu fais bah oui, c'est vrai, je fais ça. Mais ça reste dur à repérer. Il m'a quand même fallu des mois avant de comprendre ce que c'était le mensonge émotionnel. Il m'a fallu plus d'1 an avant de comprendre ce que c'était réellement l'identification. Donc si tu veux, il y a un certain nombre de couches, un certain nombre de strates, comme dans l'oignon. Et le cœur de l'oignon, c'est l'évitement compulsif. Enfin, il y a d'autres choses aussi dont on parlera un jour, mais peut-être pas en vidéo. Mais voilà, un des cœurs du noyau, c'est l'évitement compulsif. Et ça, du coup, toute la structure, elle est faite, tout l'oignon est fait pour que tu n'ailles pas au milieu. Et du coup, évidemment, un travail introspectif, un travail de connaissance de soi amène à un moment donné à faire face à cette compulsion, réellement je veux dire. Parce que le mécanisme de défense fait en sorte que tu ne le vis jamais, que tu n'es jamais face à cette compulsion. Parce que c'est ça, la compulsion, c'est pas une peur, c'est pas quelque chose de désagréable, c'est un putain de truc qui te troue les boyaux. C'est quelque chose que tu fais tout viscéralement, toute ta structure psychique à la manière d'un aimant. Là, tu as l'évitement compulsif et là, tu as ta structure psychique, tu as ton ego qui est là. Et dès que l'ego s'approche et risque de vivre ça, ça fait et ça revient à chaque fois. Je sais que j'aurais dû faire des doublages pour Star Wars, mais j'étais pas né. Et du coup, tu as vraiment ce truc de répulsion viscérale et ça ne peut pas y aller en fait. En tout cas, pas avec l'ego. Donc c'est là où il y a un travail à un moment donné de toute façon qui va se faire
où tu commences à toucher du doigt l'évitement compulsif. Ou en tout cas, tu commences à t'autoriser à le voir quand il est là, mais à te détendre et à amener vraiment de la souplesse dans ton psychisme à cet endroit-là, parce que c'est ce qui crée le plus de tension. C'est ça qui crée toute la structure de l'ego, de l'énéatype. Donc, à la fois, ça a été extrêmement désagréable, extrêmement fort émotionnellement pour moi, et en même temps, ça a été extrêmement libérateur. Il y a vraiment eu un switch à ce moment-là où j'ai fait « Waouh, ah ouais, c'est ça, d'accord. Ok, ouais, donc ça existe bien, et putain, ça fait mal. » Et le reframer, le recadrer, ça suffit pas en fait. D'une certaine façon, l'ego, comme il n'est pas ok avec la réalité, il va trancher un bout de cette réalité, il va la mettre de côté en fait. Parce que c'est un bout qui n'est pas ok. Et c'est ça la compulsion. C'est quelque chose qui n'est profondément pas ok. C'est quelque chose qui est imbuvable, qui est intolérable, que tu ne peux pas vivre. C'est pour ça que je fais ces blagues à chaque fois. Au-delà du fait que c'est rigolo, je trouve ça rigolo, c'est que l'ego ne peut pas traiter cette information. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va te faire bugger, c'est quelque chose que tu vas jamais vouloir vivre, c'est quelque chose que tu vas fuir comme la peste. C'est pas juste une peur, c'est pas juste quelque chose d'inconfortable, c'est pas juste un petit truc de désagréable où tu dis ah tiens aujourd'hui j'ai échoué ou tiens aujourd'hui j'ai été en colère pour le 1 ou tiens aujourd'hui j'ai dévié. Non, tu peux pas le voir en fait. Tu es câblé pour ne pas le voir, tout simplement. Donc tu peux pas te raconter, enfin tu peux te raconter que tu l'as vu, etc. et que tu as été face à ça aujourd'hui. Mais non en fait, à moins d'un travail spécifique avec l'énéagramme pendant un sacré bout de temps, ben en fait tu le vois juste pas. Tu ne le vois juste pas. Et quand j'ai quelqu'un d'accompagnement qui me dit « Mais Fabien, voilà, j'avais récemment quelqu'un qui s'est typé en 6 et qui me dit « Mais Fabien, je ne vois pas la déviance. » Je lui fais « Mais c'est normal. Tout est câblé pour que tu ne le vois pas. Tout est câblé pour que tu ne le vois pas. Donc c'est bien normal que tu ne sois pas capable de le voir, ton évitement compulsif. C'est justement que la structure joue bien son taf et que la nature est extrêmement bien foutue. C'est fait pour que tu ne le vois pas. C'est fait pour que tu ne l'expérimentes pas. Parce que ça te défonce, encore une fois. Donc l'évitement compulsif, il va laisser plein d'indices sur son passage. Du coup, il va laisser l'identification, qui est le premier rempart contre la barbarie. C'est le mécanisme de défense. Pour le 3, l'identification, et chaque type a son mécanisme de défense, c'est le rempart principal contre la barbarie. C'est la cloche que tu mets au-dessus du truc pour pas être face à cet évitement compulsif. C'est pour ça que ça fonctionne en couple, les deux. Donc ça, c'est extrêmement important si tu veux te typer, parce que quand je voulais trouver mon type énéagramme, je ne pouvais pas être 3, puisque je m'en foutais de l'échec. Donc je me disais, ça va, c'est ok, c'est pas grave d'échouer en fait. Mais parce que je racontais mentalement le truc. Je pensais que c'était pas vécu. J'étais pas dans l'émotionnel et dans l'instinctif parce que ça dit tout autre chose dans la réalité. Et ça se passe souvent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui partent dans leur tête et qui croient fonctionner d'une certaine façon, avoir un certain énéatype, avoir une certaine personnalité. Mais dès que tu descends dans le réel, dans ce qui est ressenti et vécu, ça se passe pas du tout comme ça. Ils sont pas du tout comme ils le croient, ils sont pas du tout comme ils le disent. Combien de fois dans mon adolescence, j'ai pu raconter que j'étais pas sensible au regard des autres, que je m'en foutais du regard des autres. Mais que dalle! Mais que dalle! C'est un des points névralgiques de ce qui me touche. C'est juste que je peux me faire croire mentalement mais c'est du bullshit. Il n'y a que le mental qui peut raconter des choses et comme ça tricoter des modèles, des petites toiles d'araignée, tricoter des modèles qui sont en dehors du réel, qui sont complètement fantasmés. C'est le seul qui peut. Parce que quand tu reviens dans tes émotions, quand tu reviens dans ce que tu ressens vraiment, là, tu as tous les indices du monde en fait. Donc non, c'est pas ok d'échouer. Et c'est pour ça qu'il faut regarder émotionnellement en fait. Tout ça va se passer émotionnellement. C'est pour ça que la voie de l'intégration, c'est une voie du cœur. Les premiers temps, il y a tout le travail de développement personnel que tu as probablement déjà fait bien avant de venir sur Épanescence, c'est une voie de la tête, de la compréhension, l'apprentissage, apprendre des trucs, des modèles, des process, du coaching, des méthodes A, B, C, D, machin. Et après, à un moment donné, vient le temps de te rencontrer. C'est ce qui est proposé sur Épanescence. Vient le temps de toucher ton humanité, de goûter ton humanité, de t'apprivoiser, de t'aimer, de t'accepter, de t'accueillir, de voir tes limites, de voir là où tu t'aimes pas, de voir là où c'est pas ok, de voir tes émotions. Et ça, c'est la voie du cœur. Ça passe par le centre. Ça part par le centre. C'est nécessaire. Une compréhension mentale de soi,
bah, c'est complètement surréaliste. Ça n'est pas basé sur le réel. C'est du fantasme. Et c'est du fantasme que beaucoup de gens nourrissent. Moi le premier. À croire que tu es comme ceci ou comme cela, alors que dans la réalité, absolument pas. Donc, même si je me racontais que l'échec était OK, en fait, émotionnellement, tu vois vite que l'échec n'est pas OK du tout, comme l'exemple que je t'ai donné sur mon canapé. J'ai très très vite vu que c'était pas du tout OK. Et au point où du coup, à chaque fois que ça ralentissait, que je vivais l'échec, en tout cas que je m'en approchais mais je ne le voyais pas, il y avait une énergie en moi qui faisait démarrer un nouveau projet, qui faisait démarrer quelque chose d'autre. C'est automatique, inconscient. Ça se fait en fait. C'est là le mécanisme de défense. C'est là la magie du psychisme et de l'ego. C'est que ça se fait tout seul. Tu n'as évidemment pas besoin de le voir en fait. Tu n'as pas besoin d'en avoir conscience pour que ça se fasse. Ça se fait. C'est exactement comme la respiration ou ton cœur. Tu n'as pas besoin de mettre ta conscience dessus, et heureusement, pour que ça se fasse. Tous les mécanismes égotiques sont profondément inconscients. C'est pour ça que c'est dur de les voir, c'est pour ça que ça prend du temps, que ça demande de la patience, de l'honnêteté, du courage. Et c'est pour ça que toutes ces vidéos te montrent plein de points de vue, plein d'angles, plein de thèmes pour t'aider à ça, parce que c'est difficile. Et puis évidemment, le format de vidéo est profondément insatisfaisant et non suffisant. Ça ne se substitue pas à une formation, ça ne se substitue pas à un accompagnement, parce que tu ne peux pas faire ce job avec juste des vidéos. C'est juste des pépites, c'est juste des miroirs, des partages d'expériences, des éléments théoriques qui sont une petite partie. Le reste, ça se fait dans le vivant. Okay ? Chaque énéatype vit des paradoxes. Le fait d'être enfermé dans un ego, ça te fait vivre des paradoxes. Et c'est bien normal, je vais te donner des exemples. J'ai pu moi-même voir dans ma vie à quel point je créais des échecs à force de les éviter. J'ai bien vu au bout de 7-8 ans à entreprendre à quel point je créais des échecs à force de les éviter. Parce que du coup, quand ça commençait à pas marcher assez ou quand je commençais à m'ennuyer, que ça risquait de trop réussir, je créais moi-même l'échec par peur d'échouer plus gros, tu vois. Et du coup, je redémarrais quelque chose et j'arrêtais, je redémarrais, j'arrêtais. J'ai ainsi créé virtuellement, c'est moi qui ai créé des échecs de projets qui en fait auraient très bien marché si j'avais continué. Donc, c'est le paradoxe de l'ego qui crée exactement ce qu'il craint le plus. Donc, chaque énéatype a ça. Je te donne 4 exemples. Le type 1, lui, il est toujours plus en colère. Son évitement compulsif, c'est la colère. Et il est toujours plus en colère parce que c'est jamais assez bien. C'est jamais assez à la hauteur de ses idéaux. Donc, ça le met encore plus en colère, ça l'active. Et il y a toujours des imperfections dans le monde. Donc, ça le met en colère. Et cette colère, ça lui montre que ça manque de contrôle sur lui. Donc, il va encore plus se mettre en mouvement. Il va encore plus constater les imperfections. Ça va encore plus le mettre en colère. Et c'est une boucle sans fin, en fait. Parce que sa colère, c'est aussi la passion du coup. Et donc ça, c'est un magnifique paradoxe. C'est ce qui fait que le 1, il carbure à cette tension, à cette colère, sans jamais vraiment l'exprimer, sans jamais vraiment y faire face. Sauf quand il s'intègre, quand il la laisse sortir. Et là, ça l'apaise et ça lui fait du bien. Le 5, lui, il n'en sait jamais assez, puisque il y a toujours plus de vide dans sa carte. Puisque quand il se retire du monde pour compléter sa carte, en fait, il va très très vite constater qu'il y a d'autres trous dans la carte. Au plus tu sais que tu en sais, au plus tu sais, au moins tu... On peut tromper une fois, non. C'est le fameux adage, au plus tu sais des choses, au plus tu vois ce que tu ne sais pas. Donc l'abysse du vide se creuse de plus en plus aux grandes dames des 5 qui font tout pour éviter ce vide dans leur carte. Donc la compulsion d'évitement de ce vide intérieur, en fait, est toujours là quelque part, et au plus il complète sa carte, au plus il y a du vide, et ainsi de suite. Pour le type 7, le type 7 finit de souffrir de son enfermement à force de courir après des plaisirs. Parce que du coup, il part dans ses kiffs, dans ses plaisirs, dans son évitement compulsif de la souffrance. Mais du coup, à force d'éviter, d'éviter toutes les contraintes, il finit par avoir des contraintes de la vie qui lui reviennent dans la gueule parce qu'il les a évitées, et ça lui crée de la souffrance. Donc à chaque fois, tu as ce même exemple, tu as ce même paradoxe. Il finit être enfermé par son besoin compulsif de liberté. Et le type 9, par exemple,
Le type 9, ah ça c'est un grand classique aussi. Son évitement compulsif, c'est les conflits. Donc il va tout faire pour jamais confronter, pour jamais être dans cette friction, dans ce conflit intérieur ou extérieur. Mais à force de se narcotiser et d'éviter compulsivement et de délayer toutes les zones de tension, tous les conflits, qui sont au final des sortes de moyens d'équilibrer le système. Ces distorsions-là, tu vois, il y a deux états d'équilibre. Dans une relation, par exemple, il y a bien sûr plusieurs états d'équilibre, mais entre deux états d'équilibre, il y a le conflit qui permet ça distord, et boum, c'est bon, il y a un nouvel état d'équilibre. Ça, c'est la dispute, c'est le conflit qui est vachement nécessaire dans une relation pour trouver un nouvel état d'équilibre, pour que chacun puisse s'exprimer. S'il n'y a pas ce truc-là, du coup, ça va créer ça risque de créer la rupture, en fait. Et c'est comme ça que tu as plein de neufs qui, d'ailleurs, quittent des relations, se cassent, sans jamais avoir de conflit. Mais à un moment donné, ça leur vient en pleine gueule. Le fait de repousser sans cesse cette discussion, ce conflit, crée du conflit parce que ça énerve les autres. Parce qu'il ne veut jamais être confronté, il fuit toujours. Donc, le 9, par évitement compulsif du conflit, crée les conflits. C'est tout ce paradoxe que chaque énéatype vit dans son quotidien, en fait, sans forcément s'en rendre compte. C'est au bout d'un moment, à force de t'observer, que tu te rends compte qu'il y a des boucles répétitives, en fait. Alors, comme je te le disais, ça prend du temps de faire face à sa compulsion. Moi, il m'a fallu, franchement, je pense plus d'un an, plusieurs mois, voire une année avant de voir cet échec, avant de voir l'identification vraiment ce que c'était, parce que je le comprenais mentalement. Ah oui, l'identification, d'accord, c'est ça, ok. Mais avant de comprendre, avant de vivre émotionnellement dans mes tripes, qu'est-ce que c'est mes identifications, de voir, waouh, je suis identifié à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Oh putain, mais oui, c'est un vrai sujet pour moi. C'est ouf, oui, ça tire une identité de là, je le vois, oui. Et avec le temps, ça s'affine de plus en plus. Je vois les endroits dans lesquels, énergétiquement, ça se fige. Il y a une identité chez moi qui est tirée par ce projet, par ce truc-là. Mais ça vient avec l'expérience. Donc c'est normal de ne pas voir son évitement compulsif au début, forcément. Je te donne un exemple. Il y a quelques semaines, ma chérie me dit « Fabien, j'ai compris », parce qu'elle disait souvent « Ah, mais je m'ennuie, j'en ai marre ». Et elle me dit « Fabien, j'ai compris. Je sais pourquoi maintenant, en fait, j'en ai marre de m'ennuyer. En fait, c'est la banalité. » Et ça lui a refait sa journée, sa semaine. Elle a fait « Waouh, mais putain, mais c'est parce qu'il y a de la banalité derrière. Oh, je ne le voyais pas. » Ben ouais, c'est normal. C'est normal, on n'est pas câblé pour. Donc ça prend du temps, effectivement. Et à un moment donné, quand tu commences à le voir, le game commence à changer. Là, ça commence à jouer sérieusement. Là, ça commence à être intéressant. Parce que là, tu commences à pouvoir petit à petit te détendre. Alors c'est toujours un sujet extrêmement dur. L'échec, évidemment, c'est toujours ça me tord les boyaux. Si je perds à Mario Kart, si j'arrive pas à réparer un truc dans le jardin, si j'arrive pas à réparer un truc sur l'ordinateur qui marche pas, il y a un truc en moi qui se serre. Hein. Mais de plus en plus, en fait, je le vois. Déjà, je le vois, c'est cool. Et ça peut s'apaiser, ça peut se détendre, on peut amener de la douceur, de l'accueil là-dedans parce qu'il y a une partie de toi, l'ego, qui peut pas supporter. Qui ne peut réellement pas supporter. C'est intolérable. C'est au-delà du seuil de la tolérance. Ça, c'est une brûlure chimique. Elle te fera plus mal que n'importe quelle autre brûlure et t'auras une cicatrice. Voilà ce que je voulais te partager sur l'évitement compulsif. Un exercice entre guillemets intéressant que tu peux faire mais un petit peu au quotidien, c'est d'observer chez toi et chez les autres le trou noir le trou noir aimanté, on va dire ça comme ça, que les gens et que toi font tout pour éviter. Si tu regardes bien, si tu prends du recul, que tu respires bien et tu regardes les gens, tu les écoutes sans forcément écouter les mots. Alors bien sûr, tu écoutes les gens, voilà. Mais quand tu t'entraînes à ça, entraîne-toi à lire derrière les lignes, entre les lignes. Qu'est-ce qui est dit? D'où ça part? Quel est l'endroit qui est sensible chez ces personnes-là et chez toi? Parce que cet endroit-là, c'est l'évitement compulsif qui polarise toute la personnalité et qui fait que les gens ne veulent pas aller à cet endroit-là. Et ça se sent que c'est un endroit qui est vraiment comme un aimant dans lequel ça ne va jamais. Et tu sens que ça cristallise tous les problèmes des gens, les blocages, les tensions, les problèmes dans les relations, les problèmes dans leur business, les problèmes dans leur vie. Tout tourne autour de ce truc-là en fait. Donc tu revois la logique du système solaire, du machin, c'est exactement comme un soleil, comme un truc autour duquel ça tourne. Et
et sans jamais l'atteindre. Ça gravite autour. Et observe ce soleil. Observe cette tension que les gens ne veulent jamais atteindre, parce que c'est l'évitement compulsif. C'est exactement pareil chez toi et c'est ça qui va le plus t'aider. Quand on m'a posé la question, Fabien, c'est quand la dernière fois que tu as échoué? Il y a plus de 2 ans de ça. J'ai bugué sur cette question. J'ai fait... Et là, 15 secondes, 20 secondes après, j'ai fait « Ah oui, une fois, j'ai échoué. En médecine, la première année, j'ai échoué. » Une fois. Une fois, il y a 10 ans. C'était ça la réponse. Ce qui te montre à quel point mon psychisme, il n'était pas câblé pour voir cet élément de la réalité. Donc, trouve cet élément de la réalité avec lequel tu as une anti-affinité, avec lequel tu as une répulsion viscérale, et tu trouveras ton type. Ou tu le valideras. Si tu as trouvé ton type, c'est une validation, parce que ça, aujourd'hui, j'ai plus aucun doute sur mon type. Clairement, une fois que j'ai trouvé ça, une fois que j'ai vécu ça, une fois que tu as fait face à ton évitement compulsif, il n'y a vraiment plus de doute, quoi. C'est quelque chose qui est marqué au fer rouge et que tu ressens profondément. Et là, J'essaie de ne pas penser aux mots morsures, aux mots chers. Tu vas arrêter! La voilà ta souffrance, la voilà ta brûlure, c'est là et pas ailleurs! là, il n'y a pas d'histoire. Là, tu ne peux pas te le raconter. Quand c'est vécu, c'est vécu. Tu ne peux pas te faire croire que c'est pas là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Si c'est le cas, mets un petit pouce, partage dans les commentaires est-ce que tu le vois, cet évitement compulsif chez toi, ou au contraire, est-ce que tu ne le vois pas du tout, est-ce que tu as une idée? Et puis partage cette vidéo à d'autres personnes, des amis à toi peut-être qui creusent l'énéagramme et qui ne comprennent rien à l'évitement compulsif, parce que c'est souvent un concept qui est mal compris, que les gens résument souvent en peur, et puis souvent les compulsions sont mal nommées. Il faut bien garder en tête que chaque compulsion, il y a une sorte de langage universel. Il y a des auteurs qui sont amusés à bidouiller le truc, mais si jamais tu as un doute, tu regardes sur Épanescence, c'est la colère, reconnaître ses propres besoins, l'échec, la banalité, le vide intérieur, la déviance par rapport au cadre, la souffrance, la faiblesse et le conflit. C'est les 9 évitements compulsifs. Il n'y en a pas d'autres. C'est comme ça que ça marche. Et voilà. Et à toi d'observer maintenant et de t'amuser avec ça. Je te souhaite une belle journée et à la prochaine. Vas-y Fabien, tu peux le faire. Tu peux le faire. Échec et mat.